Donc on a vu jusqu'à présent comment, à l'instant, comment les robots ou l'intelligence artificielle essayaient de décrypter l'information contenue dans ce qui nous entoure, dans les images, comment on reconnaît le visage d'un homme ou d'une femme, comment on reconnaît les intonations dans la voix. Et là, on va parler maintenant des interfaces cerveau-ordinateur, dont un des aspects concerne à essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, comment le décoder, comment l'interpréter et comment engendrer des actions à partir de cette activité. Un autre aspect des interfaces cerveau-ordinateur, c'est aussi de stimuler et d'interagir sur le cerveau directement. Et donc, ça sera également l'objet d'une des présentations qui va être faite. Donc, nous allons avoir 3 présentations d'une demi-heure. Nous n'avons pas de table ronde prévue à la fin, mais on va garder un temps après chaque présentation pour quelques questions, tout de suite à chaud après chaque intervenant. Donc, je vais commencer par appeler Stéphane Taubois, qui est professeur de neurologie à l'hôpital neurologique de Lyon, et qui est aussi membre de l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud, et qui va nous parler de neurostimulation et du contrôle des comportements. Voilà, bonjour à tous. Merci d'abord de l'invitation. Donc moi, je vais vous faire quelque chose qui est en fait assez plus simple, me semble-t-il, que tout ce qui a été évoqué jusque-là, et qui correspond cette fois-ci à une application en routine, une application clinique des interfaces homme-machine, mais là sous une version simple. Donc ça concerne la stimulation cérébrale profonde. Et comment la stimulation cérébrale profonde, je vous expliquerai le concept général tout à l'heure, peut influencer nos comportements, principalement avec l'exemple de la maladie de Parkinson. Et puis, si j'ai le temps, mais quelques diapos sur les applications en psychiatrie, mais je serai plus bref. Alors, la stimulation cérébrale profonde et globalement les chirurgies fonctionnelles du cerveau génèrent pas mal de questions, de fantasmes, de peurs. Et c'est quand même une histoire ancienne, puisque on pensait influencer le fonctionnement cérébral d'une manière ou d'une autre depuis très très longtemps. Ensuite, les peurs sont venues de certaines dérives. Alors là, on ne parle pas de stimulation cérébrale, mais de lésion cérébrale. Pour traiter les troubles du comportement, il a été donc proposé des lobotomies, avec une version qui s'est malheureusement développée aux États-Unis dans les années 50, qui correspondait à des lobotomies à la chaîne chez des patients qui avaient des troubles du comportement, pour réduire notamment les comportements d'agressivité. Donc, il y a eu des dérives de ce que l'on a appelé la psychochirurgie, qui ont fait que ces techniques de psychochirurgie ont été reléguées, éliminées, et on n'a plus voulu en entendre parler. Et cette chirurgie qui influence le fonctionnement cérébral in vivo est réapparue sous la forme de stimulation cérébrale profonde, où cette fois-ci on ne fait pas de lésion. Mais néanmoins, il y a toujours beaucoup de craintes, beaucoup de fantasmes, de peurs là-dessus, avec un certain nombre, vous voyez, d'images. Toucher au cerveau change d'esprit, l'homme au cerveau électronique, etc. Alors, qu'en est-il en 2018 en prenant l'exemple de la stimulation cérébrale profonde, dont le principe général, c'est ça. Vous avez un générateur implanté en sous-cutané qui va aller stimuler à haute fréquence, qu'on appelle haute fréquence, c'est plus de 100 Hz, des régions du cerveau qui varient selon les pathologies auxquelles on s'intéresse. Alors, dans la maladie de Parkinson, la cible est ce que l'on appelle le noyau sous-thalamique, que vous voyez ici, et dans lequel on va insérer une électrode de stimulation cérébrale. Et cette électrode va influencer le fonctionnement de ce noyau, mais également des circuits, des boucles qui unissent ces structures profondes, qu'on appelle les noyaux gris centraux ou ganglions de la base, au cortex, notamment moteur. Donc, et on ajuste les paramètres de stimulation comme ceci, par ce type d'appareil, qui permettent donc de régler la fréquence, l'intensité et la zone de stimulation. Alors, dans la maladie de Parkinson, c'est d'abord un traitement des signes moteurs. Et donc, on influence le comportement moteur des patients, et c'est ce que l'on souhaite. Ce sont des patients lourdement handicapés. Et grâce à cette technologie, on va restaurer une motricité qui n'est pas normale, mais qui se rapproche de la normale. Diminution du tremblement, de la raideur, de la lenteur. On voit ici l'électrode implantée et cette structure
c'est le noyau sous-thalamique. Et ce que vous observez tout de suite, c'est que ce noyau, il n'est pas homogène. Il est en fait composé de différents sous-territoires, un territoire moteur en vert, un territoire associatif ou cognitif en violet et un territoire limbique ici en jaune. Et donc on va voir que ça a une importance, le fait qu'il y ait différents territoires pour le comportement. Ça améliore la qualité de vie de nos patients, ça n'améliore pas que la motricité, et quand on compare à un traitement médicamenteux, eh bien, la neurostimulation permet une amélioration tout à fait significative de la qualité de vie, et en tout cas meilleure que le traitement médicamenteux. Donc jusque-là, tout va bien. On améliore la motricité de nos patients, c'est ce que l'on cherche, et ça fonctionne bien. Et on va en fait agir sur cette boucle motrice en agissant sur ce petit noyau. Ce petit noyau est en fait interconnecté avec ces structures cérébrales sous-corticales, et elles-mêmes sont connectées avec le cortex moteur. Donc ça, c'est ce que l'on veut faire. Mais vous avez vu qu'il y a 3 territoires dans le noyau sous-thalamique, et en réalité, on va, dans le même temps, influencer le circuit de la cognition et le circuit des émotions. Et comme le noyau sous-thalamique, c'est une petite structure de quelques centaines de millimètres cubes, eh bien vous allez facilement, avec une électrode qui est grosse par rapport à la structure, pouvoir avoir une influence sur ces circuits. Et la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact de la diffusion du courant aux structures associatives et limbiques. Est-ce que ça en a un impact, et lequel? Et les conséquences sur le comportement de la stimulation sous-thalamique ont donné lieu à des éditoriaux, à des articles de gens qui trempent dans ce domaine depuis très longtemps, avec des titres un peu provocateurs. Est-ce que finalement on vit mieux électriquement? Est-ce que finalement le corps est réparé mais le psychisme marche mal? Et pourquoi est-ce que finalement il y a des éditoriaux comme ça qui ont été proposés? Alors, si on regarde l'impact au plan cognitif, alors c'est pas comportement, c'est les émotions, certes, mais c'est aussi évidemment la cognition. Et est-ce que ça a un impact de stimuler que notre courant diffuse à la partie associative du noyau sous-thalamique? Alors, pour le malade, non. Les patients n'ont aucun effet, ni positif ni négatif, conscient de la stimulation du noyau sous-thalamique. Mais quand on regarde par des tests neuropsychologiques plus fouillés, ce qui se passe quand on leur demande, par exemple, de résoudre des problèmes complexes, ou simplement de générer, si je vous demande à vous de générer des listes de mots qui commencent par une lettre donnée, en un temps limité, sans répéter 2 fois le même, c'est un processus cognitif qui est très complexe, qui implique de respecter une consigne, de monitorer la tâche en ligne, d'inhiber une réponse inappropriée, donc c'est en fait extrêmement complexe, ce qu'on appelle une fonction exécutive. Eh bien, la stimulation sous-thalamique a un effet délétère sur les fonctions exécutives. C'est-à-dire que les patients, quand on les stimule, ils sont moins bons, moins performants pour résoudre des situations complexes. Ils vont mieux physiquement, ils sont plus rapides dans leurs gestes, mais ils ont cet impact. Et cet impact, il est plus marqué chez les sujets plus âgés. Cet impact, il est d'autant plus marqué que le sujet fait 2 choses à la fois. Si on lui demande, donc ça c'était une tâche de mémoire de travail, et on regardait l'impact de la stimulation cérébrale profonde, unie ou bilatérale, ou de l'absence de stimulation dans une tâche qui était de complexité croissante, eh bien, on observait que la stimulation cérébrale profonde n'a pas de grand impact sur la performance en mémoire de travail, sauf lorsque elle est bilatérale et lorsque le sujet fait 2 choses à la fois. Donc ça montre bien que plus le sujet est confronté à une tâche à résoudre qui est complexe, plus l'impact délétère de la stimulation sous-thalamique va apparaître. Et si on regarde au plan de l'activité cérébrale, si on mesure la perfusion du cerveau en injectant par exemple de l'eau marquée à l'oxygène 15, on fait ce qu'on appelle une tomographie par émission de positons, on se rend compte que lorsqu'on met en route la stimulation cérébrale profonde et qu'on demande au sujet de réaliser une tâche exécutive, vous allez avoir une diminution d'activation de régions qui sont impliquées, notamment des régions préfrontales, qui sont impliquées dans justement la gestion de ces tâches cognitives complexes. Donc on a bien un effet délétère qui est sous-tendu par un impact de notre stimulation profonde sur ces circuits associatifs.
L'autre chose que l'on observe chez nos malades stimulés, et d'abord on l'observe cliniquement quand on les regarde, ces patients, c'est que très souvent après la stimulation, ils agissent trop vite. Ils n'agissaient pas assez vite avant, et là ils se mettent à agir trop vite. Ils claquent les portes, ils ouvrent les portes brutalement, ils se lèvent d'une chaise comme un diable sort de sa boîte, ça peut générer des chutes parfois. Donc ils ont une impulsivité motrice. Et cette tendance à agir trop vite, elle est liée notamment au fait que le noyau sous-thalamique, c'est une structure qui, lorsqu'elle fonctionne physiologiquement, est une structure clé pour résoudre des conflits, pour poser l'action avant d'agir. Et que quand on stimule à haute fréquence cette structure, on va l'inhiber, en réalité, de manière un peu schématique, et finalement on va lever cette capacité, ou en tout cas diminuer cette capacité d'inhibition de nos comportements, ce qui peut aboutir à une impulsivité à la fois motrice, mais également cognitive, et probablement aboutir au fait que les patients vont faire plus d'erreurs dans certains contextes. Donc ça, c'est l'aspect cognitif, et simplement ce que je veux repréciser, c'est que les patients ne s'en rendent pas compte. On l'observe, nous, dans nos tests, ça montre que ce n'est pas anodin, mais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Là où les patients et leurs familles se rendent plus compte de certaines modifications, encore une fois, elles ne sont pas constantes, ce sont plutôt des exceptions, mais néanmoins ça s'observe, c'est sur l'humeur et sur le comportement. Encore une fois, on va influencer cette fois-ci un circuit qui n'est pas le circuit associatif ou cognitif, mais qui est le circuit émotionnel ou limbique, par notre stimulation. Alors, je vais vous montrer, il faut que je sorte de là pour vous montrer une vidéo. Que je ne l'ai pas mise dedans. Alors, je ne sais pas si vous arrivez, il faudrait que je l'agrandisse. Alors, ça, c'est une vidéo qui est assez célèbre. Une année, on est allé en vacances au Maroc. Donc là, il a une électrode dans le noyau sous-thalamique et il est stimulé sur un plot, le plot le plus profond, qui est le plus proche du territoire émotionnel. Et quand on met en route la stimulation sur ce contact, on observe ce que vous voyez sur la vidéo. Alors c'est aussi, t'as vraiment craqué. En fait, il fait des blagues, il plaisante, des jeux de mots. Donc, il y a vraiment un contexte amusant, pas simplement moteur. Et ça, c'est un exemple qui est célèbre, qui est évidemment rare, très rarement observé, mais qui montre que quand on stimule, on peut avoir un impact sur le comportement. Et l'autre exemple extrêmement célèbre, c'était l'exemple de cette patiente qui, lorsqu'elle était stimulée au même endroit que le patient précédent, chez elle, ça ne générait pas la même chose, mais ça générait une angoisse, une tristesse, et ça générait cela de manière très aiguë, très immédiate. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était provoqué en aveugle, c'est-à-dire que la patiente ne savait pas ce que l'examinateur faisait avec la stimulation, et tout d'un coup, elle rentrait dans cet état, on peut dire dépressif, aigu, expérimental. Ça, c'est deux observations cardinales, clés, rarissimes, mais qui montrent que, effectivement, ce n'est pas anodin d'aller stimuler les circuits émotionnels. Et puis l'autre observation, c'est le changement de production artistique. Ici, vous avez un patient qui, avant la chirurgie de stimulation cérébrale profonde, faisait ce genre de peinture assez classique, dirons-nous, un peu grise, voilà. Et puis, quelques temps après, quelques jours ou quelques semaines après, pas 2 ans après, quelques semaines après, il se met à changer totalement de style. Alors, il ne m'appartient pas de juger le style, mais enfin, il y a eu une petite évolution. Et ensuite, finalement, on a réduit le traitement médicamenteux et tout d'un coup, les choses sont rentrées dans l'ordre, entre guillemets, et s'est mis à retrouver un état de créativité normal, voire même plutôt une baisse de sa créativité. Donc ça, c'est des exemples qui frappent, bien sûr, mais qui, pour le dernier, montrent
d'ailleurs qu'on ne peut pas parler des effets de la stimulation sans tenir compte des médicaments que les patients prennent à côté. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un effet stimulation, c'est un effet stimulation et médicament, parce que ces patients parkinsoniens prennent des drogues du système dopaminergique principalement, qui ont un effet, chez chacun, la dopamine a un effet psychostimulant, un effet de favoriser, c'est le neurotransmetteur du plaisir, etc. Et chez ces patients qu'on opère, on va également modifier le traitement. Et donc on n'observe pas uniquement un effet de la stimulation, mais aussi un effet de la modification du traitement pharmacologique. Alors, si on regarde l'impact de la stimulation sur la dépression et l'anxiété, et ça, cette fois-ci de manière globale, là, pour le coup, le bénéfice, il est net. C'est-à-dire que les patients sont moins dépressifs, sont moins anxieux après la stimulation cérébrale profonde. Donc, l'effet, l'impact, s'il y en a un, pour la majorité des patients, il est celui-là. Il est donc une amélioration de leur état thymique. Mais dans le même temps, certains auteurs ont montré une augmentation du risque suicidaire dans surtout la première année qui suit la chirurgie. Ça, c'était une étude de 2008, mais qui n'a pas été confirmée ensuite. Mais néanmoins, on est vigilant sur des malades stimulés qui vont bien en apparence et qui font des passages à l'acte suicidaires plus fréquents que d'autres. Moi, personnellement, je n'ai jamais été heureusement confronté à ça. On sait qu'il y a probablement des facteurs de risque après stimulation cérébrale profonde, avoir des antécédents de dépression, être célibataire, avoir des antécédents de troubles de contrôle de l'impulsion, c'est-à-dire d'addiction comportementale avant la chirurgie, être plus jeune, etc. Donc, il y a un effet positif de manière générale, mais peut-être une petite vigilance par rapport au risque suicidaire chez certains patients particuliers. L'autre trouble du comportement qu'on peut observer, qui nous pose à nous, les cliniciens, parfois de gros problèmes de gestion de nos malades, c'est des accès maniaques ou hypomaniaques. Certains patients vont devenir hypomanes ou maniaques après stimulation cérébrale profonde. Donc, ils vont devenir logoréiques, euphoriques, ils ont une toute-puissance, ils ne dorment plus la nuit, donc c'est vraiment un état maniaque dans le sens psychiatrique du terme. C'est des observations qui sont très rarement uniquement stimulation induite, mais qui peuvent l'être. Et encore une fois, c'est quand on va stimuler les plots sur l'électrode qui en comporte 4 les plus profonds, donc ceux qui sont les plus proches des territoires émotionnels, qu'on peut induire ces comportements. On observe également lorsque l'on stimule fort à des hautes intensités, et on l'observe dans les jours ou les semaines qui suivent la chirurgie, lorsque l'effet du traitement dopaminergique, qui est lui-même psychostimulant, reste encore important. Et donc il y a un effet cumulé de l'effet de la stimulation et de l'effet du médicament. En règle générale, c'est quelque chose qui rentre dans l'ordre spontanément, mais qui peut parfois poser des difficultés parce qu'il va falloir vraiment réduire le traitement médicamenteux de manière assez rapide pour que le patient redevienne normal, entre guillemets, au plan comportemental. Et lorsqu'on regarde en imagerie cérébrale ce qui se passe chez ces observations exceptionnelles d'état maniaque directement induits par la stimulation, on observe une augmentation d'activation ici du cortex singulaire antérieur dorsal, qui est R24 de Brodmann, et chose intéressante, dans la chirurgie de la dépression, qui est proposée où on stimule dans certaines équipes le cortex singulaire antérieur subgénual, ici l'R25, on observe que les patients qui répondent à la stimulation cérébrale profonde, donc les patients dépressifs, lorsqu'ils s'améliorent, eh bien on observe une augmentation de l'activation de cette même région. Donc on peut supposer que cette R24 de Brodmann a un rôle dans le bien-être, et donc un rôle antidépresseur, mais que quand elle est surstimulée, quand elle fonctionne vraiment trop, elle peut générer un état maniaque. Encore une fois, on gère ça, d'abord en ne stimulant pas ces régions proches des territoires limbiques, on se met à distance, en ne stimulant pas trop fort et en baissant les drogues. On arrive très bien à juguler ces troubles. Mais si on le fait n'importe comment, on va pouvoir induire ce type de troubles. Et puis, l'image en miroir de la manie, c'est l'apathie. L'apathie, manque d'initiative, manque d'envie, manque d'action dirigée vers un but.
Et cette apathie, après stimulation sous-thalamique, c'est quelque chose qui est observé. Et là, l'exemple de ce malade, dont je n'ai pas la vidéo, mais c'est un monsieur qui était conteur. Il contait des histoires aux enfants. Et avant la chirurgie, il avait une grande créativité. Il était sous forte dose de traitement dopaminergique. Il avait des grandes fluctuations de son état moteur. Il avait un jeu pathologique, une hypersexualité, donc il avait énormément d'effets secondaires du traitement dopaminergique. Mais il était très créatif. Après la chirurgie du noyau sous-thalamique, son état moteur s'améliore considérablement, les drogues dopaminergiques sont réduites, et on voit disparaître le jeu pathologique, sa libido diminue, son épouse est satisfaite, mais lui, il ne l'est pas du tout. Quand on le voit, il est comme vous et moi. En apparence, tout va bien. Quand on parle avec lui, il n'a plus d'envie. Il n'a plus envie de lire, il ne s'intéresse plus à ce qu'il fait. On avait un autre patient qui élevait des pigeons et il a laissé mourir ses pigeons parce qu'il n'avait plus envie simplement d'aller les nourrir. Donc ces états apathiques, là encore, ils sont liés non pas directement à la stimulation sous-thalamique, mais à l'interaction entre stimulation et traitement dopaminergique. Pourquoi ? Parce qu'on va baisser les traitements qui sont eux-mêmes psychostimulants. Et l'élément important, c'est que cette apathie post-opératoire, elle peut neutraliser, c'est-à-dire annihiler l'effet positif sur un plan moteur de la stimulation cérébrale profonde, d'où l'intérêt de prendre garde à ce phénomène. Alors le mécanisme de l'apathie, il y a deux mécanismes qui sont évoqués, soit un rôle simplement de la maladie, soit un effet et de l'atteinte dopaminergique sous-jacente, soit un rôle direct de la stimulation. Et en fait, on a démontré qu'il n'y a pas de rôle direct de la stimulation cérébrale profonde, qu'il y a plutôt en fait un effet psychostimulant, qui peut d'ailleurs favoriser la manie, dont on a parlé juste avant, mais que les patients qui sont devenus apathiques après stimulation cérébrale profonde, ce n'est pas n'importe quel patient parkinsonien, c'est ceux chez lesquels, quand on regarde l'imagerie cérébrale, on a une atteinte du système dopaminergique qui est plus marquée que les autres, et qui n'est pas n'importe où, qui est dans des territoires limbiques, notamment le cortex orbitofrontal ou la partie ventrale du striatum. Donc, tous les patients ne sont pas au même risque de développer une apathie post-opératoire. Et l'idée générale, c'est que si vous avez un seuil d'apathie complètement artificiel, ici vous avez le niveau de votre atteinte du système nerveux dopaminergique, limbique. Si j'ai un niveau d'atteinte mésolimbique dopaminergique en préopératoire limité, même si, grâce à la stimulation cérébrale profonde, je baisse de manière importante mes traitements dopaminergiques, je ne deviens pas apathique. En revanche, si j'ai une atteinte du système dopaminergique mésolimbique qui est d'emblée forte, pour la même réduction du traitement dopaminergique, je vais passer sous le niveau d'apathie et je vais devenir apathique. Donc ça montre que, encore une fois, et c'est la complexité du Parkinson, on ne peut pas raisonner simplement en disant c'est la machine qui est responsable du comportement. C'est l'interaction entre cette stimulation cérébrale profonde et le traitement dopaminergique et l'existence de lésions cérébrales du système dopaminergique. Donc c'est extrêmement compliqué comme équation en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients qui sont apathiques, sans qu'on ne touche rien à leur stimulation cérébrale profonde, si on leur redonne un traitement paragoniste dopaminergique par exemple, on corrige l'apathie. Donc ça montre bien que c'est un phénomène pharmacologique et pas uniquement lié à la stimulation. L'autre point important, c'est les comportements d'addiction. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. Certains parkinsoniens, là je ne parle même pas de stimulation cérébrale profonde, jusqu'à un quart des patients à 3 ans vont développer des comportements addictifs. C'est des addictions au jeu, à la sexualité, à l'alimentation, au comportement à risque, et c'est ce qu'on appelle des troubles du contrôle des impulsions. La prévalence, vous voyez, est très importante, et il y a là encore des phénomènes favorisant être un homme jeune, prendre des agonistes dopaminergiques, avoir des antécédents de dépression ou d'addiction personnelle ou familiale. Alors, est-ce que notre stimulation, elle aggrave ce phénomène d'addiction? Est-ce qu'elle le modifie? Et en fait, c'est un sujet qui est très débattu, qui était jusque-là débattu, jusqu'à, je pense, cette année. Pourquoi? Parce que vous aviez des patients pour lesquels l'addiction disparaissait après la chirurgie, d'autres pour lesquels ça s'améliorait, mais également d'autres chez lesquels ça apparaît après la chirurgie. Donc la chirurgie elle a un effet psychostimulant, on peut très bien imaginer qu'elle renforce ce comportement addictif. Sauf que c'est tout les études en ouvert, c'est pas contrôlé, il n'y a pas de groupe contrôle. Donc
on a réalisé plusieurs travaux, et je vais en fait vous en citer un seul, qui est une grande étude franco-allemande qui vient de se terminer et qui vient d'être publiée cette année dans le Lancet, où c'est une étude où on a suivi des patients parkinsoniens, opérés ou non opérés, suivis pendant 2 ans, et on a regardé notamment leur comportement. Ici, vous avez le groupe des patients qui ont été opérés dans le noyau sous-thalamique, et ici le groupe des patients traités par traitement médicamenteux. Sur cette espèce de toile d'araignée, vous avez en fait tous les comportements addictifs possibles, hein, l'alimentation, créativité, le bricolage, le shopping compulsif, le jeu pathologique, etc. Et ce que l'on voit, c'est que en bleu, ici, vous avez la proportion de troubles du contrôle des impulsions avant la chirurgie. Et ici, en rose, vous avez après la chirurgie. Donc très clairement, les malades qui ont été opérés ont moins d'addiction au bout de 2 ans en post-opératoire. Si on regarde ceux qui ont reçu des médicaments, comme on le fait d'habitude, eh bien, c'est l'inverse. Ici, en mauve, vous avez les addictions avant le début de l'étude, et ici, en rose, vous avez le taux de comportement addictif à 2 ans. Et donc, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, les patients parkinsoniens augmentent le risque de développer ces troubles addictifs, et ça souligne le fait que c'est bien le traitement dopaminergique qui est en cause dans l'apparition ou l'aggravation de ces comportements d'addiction, et que quand on réduit ce traitement grâce à la stimulation cérébrale profonde, eh bien on améliore les comportements addictifs. Et l'autre chose qui est intéressante dans cette étude, c'est que les patients parkinsoniens, ils fluctuent dans la journée. Ils fluctuent au plan moteur avec des phases qu'on appelle off et des phases on. Ça, c'est l'aspect moteur. Mais ils vont également fluctuer avec des on thymiques ou psychiques et des off thymiques ou psychiques, c'est-à-dire des moments où ils sont euphoriques, tout feu, tout flamme, tout va bien, ils sont en général très bien au plan moteur, et puis des moments où ils sont tristes, anxieux, ils ont parfois des sensations de mort imminente, donc ça peut être extrêmement important, et donc on observe ces on et ces off thymiques. Et on a donc une courbe comme ça de variation du off et du on thymique. Et chez les malades neurostimulés, au début de l'étude, vous voyez une variation qui était assez importante entre des phases on et des phases off psychiques. Et à 2 ans, vous voyez qu'en réalité, les malades sont beaucoup plus stables. Ils continuent à fluctuer, mais beaucoup moins. C'est comme si on avait amorti les fluctuations. À l'inverse, chez les malades qui n'ont pas été opérés, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le maintien du traitement et l'augmentation des doses de traitement entraînent, même si ce n'est pas significatif statistiquement, mais globalement, une augmentation de ces fluctuations non motrices. Donc là, c'est bien la preuve que le traitement dopaminergique joue un rôle très important. Alors quand on regarde la personnalité, parce que ça c'est évidemment quelque chose qui vient, est-ce qu'on modifie la personnalité des gens? Alors déjà, moi, je ne sais pas bien ce que c'est que la personnalité, je ne sais pas bien les limites, il y a des questionnaires de personnalité, on peut tous en faire ici, on va être classés dans des grandes cases, mais est-ce que c'est quelque chose gravé dans le marbre? Est-ce que c'est quelque chose qui fluctue dans le temps? J'avoue que j'en sais rien, mais quand on applique ces questionnaires de personnalité à des patients parkinsoniens, et quand on les suit après intervention de type stimulation sous-thalamique, où on stimule mais on réduit les médicaments en même temps, eh bien, on va observer une diminution des comportements de recherche de la nouveauté, qui serait l'équivalent atténué de l'addiction comportementale, et une augmentation du comportement d'évitement de la souffrance, et ce qui est quelque chose que l'on voit chez des malades parkinsoniens non traités en début de maladie. Ils ont ces traits de personnalité, les patients parkinsoniens. Sous traitement, on inverse le phénomène. On recherche la nouveauté, on est moins sensible à la perte. Et quand on baisse les médicaments à nouveau, eh ben, on retrouve le profil initial. Alors, je ne sais pas si j'ai encore 3 minutes. Eh bien, c'est parfait. En psychiatrie, alors là, je change carrément, mais je vais faire beaucoup plus bref parce que j'ai presque pas assez de temps, mais la question de la psychiatrie et de la stimulation cérébrale profonde, c'est évidemment une question importante, mais qui est beaucoup moins fouillée au niveau du concept et au niveau de ce qu'on sait par rapport à la maladie de Parkinson. Donc vous savez peut-être que après donc, les écueils de la psychochirurgie dont j'ai parlé au début, la stimulation cérébrale profonde, elle est maintenant proposée dans différents troubles psychiatriques comme la dépression, comme les troubles obsessionnels compulsifs, avec différentes régions du cerveau, vous voyez, qui peuvent être ciblées. Je ne rentre pas dans les détails.
L'efficacité de la stimulation cérébrale profonde dans les troubles obsessionnels compulsifs est bien démontrée maintenant, par exemple en stimulant le noyau sous-thalamique, donc le même noyau que dans la maladie de Parkinson. Et on voit que ces stimulations peuvent avoir un impact également au niveau comportemental chez certains nombres de patients. Et quand on regarde la stimulation cérébrale profonde dans la dépression, on peut avoir des états maniaques, hypomaniaques, désinhibition, tentative de suicide, aggravation de la dépression dans certains cas, agitation, anxiété. Donc, si la majorité des malades s'améliorent, d'autres vont se dégrader au niveau comportemental et vont avoir ce type d'effet secondaire. Et de la même manière, pour les troubles obsessionnels compulsifs, on peut observer parfois des tentatives de suicide, des hypomanies, d'irritabilité, etc. Ça montre que, là, en l'occurrence, je pense qu'il y a une base physiologique différente. C'est des maladies totalement différentes. Parkinson, dépression, TOC, ce n'est pas la même maladie. Mais que l'effet de la stimulation cérébrale sur des régions clés, des carrefours, des nœuds comme ça, où tous les circuits moteurs, non moteurs se concentrent, on peut retrouver des analogies. Donc là, il y a un effet direct de la stimulation. Et il y a une étude qui a dit, est-ce que finalement on change la personnalité des patients déprimés lorsqu'on stimule le Medial Forebrain Bundle? Eh bien non, il n'y avait pas d'impact sur la personnalité. Donc en conclusion, évidemment la stimulation du noyau sous-thalamique, c'est un très bon traitement du Parkinson, c'est un effet majeur au plan moteur. Que ça a un impact au plan non moteur, globalement positif, amélioration de l'anxiété, de la dépression, mais il faut prendre en compte l'équilibre compliqué avec les médicaments pour ne pas avoir apparaître d'apathie ou de manie, ou en tout cas, quand ça apparaît, savoir les prendre en charge. En psychiatrie, c'est pareil, se méfier des modifications comportementales. Nous, chez les patients TOC qu'on a opérés, on a vu quand même 2 accès maniaques assez cognés qui ont nécessité quand même des adaptations du traitement. C'est rentré dans l'ordre, mais il fallait vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Donc l'idée, c'est que quand on fait ça, on ne doit pas être un apprenti sorcier. On ne peut pas le faire chacun dans son coin, un neurologue dans un coin isolé avec un chirurgien dans un coin. Il faut une équipe. Il faut des psychiatres, il faut des neurologues, il faut des neurochirurgiens, et il faut des gens qui sachent adapter les thérapeutiques, et pas seulement la stimulation, à chaque patient. Voilà, je vais m'arrêter là, et ça, c'est tous les gens qui ont contribué à certains travaux que je vous ai présentés ici. Merci. Merci. On prend le temps pour quelques questions dans la salle. Oui. Bonjour. Vous nous avez donc montré qu'on peut, à travers donc l'électrostimulation, modifier la motricité, même également donc le comportement, des émotions, susciter des émotions chez les patients. Est-ce que ça veut dire que demain, avec des électrodes plus évoluées, avec peut-être implantés à d'autres endroits, on peut télécommander les hommes? Alors, on a déjà des matériels implantés qui peut être commandé par Bluetooth. Alors, ça va pas loin. Là, je ne peux pas changer le comportement du monsieur au premier rang. Mais c'est l'idée quand même. C'est finalement, est-ce que je change de plot de stimulation, j'augmente l'intensité sans que le patient se rende compte? En théorie, oui. Après, en pratique, on en est extrêmement loin. Et puis, on se situe dans un cadre pathologique. On se situe dans le cadre d'une maladie avec des patients qui vont être suivis dans un endroit particulier. Et puis surtout, le réglage de ces stimulateurs, il est fait uniquement en milieu hospitalier ou par le médecin qui s'en occupe. Alors, le médecin peut être malveillant, mais ce que je veux dire, c'est que n'importe qui ne peut pas entrer en interaction avec le stimulateur du patient. Alors, je ne sais pas si on pourrait le faire. En tout cas, d'abord, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que ferait la stimulation cérébrale profonde chez un sujet sain. Évidemment, ça, personne ne le sait, parce que votre question, finalement, ça serait là-dessus. J'ai quelqu'un qui n'a pas de pathologie, je vais lui implanter 2 électrodes et puis je vais voir ce qui se passe.
Bon, jusque-là, personne ne le sait. Encore une fois, vous avez vu qu'il y a une interaction forte entre la maladie, donc il y a quand même une anomalie cérébrale. Il y a des médicaments, il y a des choses qui se passent dans l'interaction des deux. Sur un cerveau sain, personne n'a la réponse. Mais bon, théoriquement parlant, c'est modulable, c'est adaptable et c'est réglable. Donc ça pourrait l'être. Voilà. Question au fond. Quel est votre processus de recueil du consentement éclairé du patient ou de son entourage dans ce contexte complexe? Alors, le processus, il est clair. Alors, on a d'abord de très nombreuses étapes avant d'arriver à la stimulation cérébrale profonde. Ça prend, entre le moment où on nous réfère un patient et le moment où il est opéré, il y a au minimum 1 an. Donc déjà, on ne leur saute pas dessus, c'est pas immédiat, ils ont le temps de la réflexion, ils ont le temps de changer d'avis, et on les informe le plus précisément possible de tous les risques, y compris du risque de décès, c'est de la chirurgie, il y a un risque hémorragique, il y a un risque d'infection, c'est pas anodin. Il y a un consentement qui est donné avec le neurologue, mais également avec le chirurgien, qui a aussi son approche des choses différentes. Ce qu'on essaye surtout d'avoir, c'est d'expliquer aux malades que ce n'est pas une finalité en soi, que ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas quelque chose de miraculeux, c'est un traitement parmi d'autres, qu'on peut très bien vivre sans se faire opérer, et on veut aussi que le conjoint soit partie prenante dans la décision, en tout cas le plus possible, pour que derrière, il n'y ait pas de difficulté à comprendre ce qui se passe. Et puis le dernier point, c'est que ce sont des patients qui doivent être cognitivement indemnes. C'est-à-dire que la première règle, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de détérioration cognitive. Sinon, en fait, on descend plusieurs électrodes avant d'en placer une définitive. Immanquablement, le patient devient dément. Donc, on ne doit pas implanter des gens fragiles au plan cognitif et des gens qui ne pourraient pas donner un consentement éclairé. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y a un certain nombre de garde-fous, en tout cas. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc Jérémy Matou, qui est chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et qui va nous parler d'interface cerveau-machine, principes et applications de ces interactions entre l'activité cérébrale et le monde extérieur. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Olivier Bertrand, je vais vous parler d'interface cerveau-machine de manière très générale. On peut penser que l'intervention précédente parlait déjà d'interface cerveau-machine, ou plutôt machine-cerveau. Moi, je vais vraiment me concentrer sur justement le message qu'on essaie de faire passer entre le cerveau et la machine. C'est une définition un peu arbitraire que s'est donnée la communauté, mais discutable, pas forcément intéressante, mais donc qui va désigner un autre ensemble, une autre famille de systèmes. Alors, les interfaces cerveau-machine, ou ICM pour faire vite, vous avez sans doute entendu parler dans les médias, et notamment grâce ou à cause des tycoons californiens comme Facebook, par exemple. L'année dernière, il y a un peu plus d'1 an, Régine Decaune avait annoncé que chez Facebook, on était en train d'avoir des programmes d'interface cerveau-machine pour faire en sorte que vous puissiez envoyer des SMS 20 fois plus vite que vous ne le faites actuellement, et en plus en étant capable de faire autre chose en même temps, puisque vous ne seriez pas en train de taper sur votre écran, mais votre cerveau serait directement en train de dicter le SMS à votre téléphone, au smartphone. Je vous laisse apprécier si c'est un grand progrès, mais c'est pas la seule à avoir dit des choses comme ça. Elon Musk a créé une société qui s'appelle Neuralink, donc la désignation est explicite, le but c'est de connecter le cerveau à une machine, et là l'explication est différente. L'idée c'est que, et Elon Musk est bien placé pour avoir son idée sur la question, c'est que demain l'intelligence artificielle va atteindre des niveaux, on en discutait tout à l'heure déjà, tels qu'il faut s'en méfier, elle pourrait dépasser l'intelligence de l'homme, et du coup la meilleure façon de la dompter, de la domestiquer, c'est de la connecter au cerveau, pour s'adjoindre les capacités de cette nouvelle intelligence artificielle et faire en sorte qu'on la domine toujours. Bien, dans ces deux discours, qu'on est un peu obligé d'écouter étant donné leur puissance financière et le fait qu'ils mettent des moyens importants derrière ces projets, dans ces deux discours, ils ne mettent pas en avant les applications médicales, et d'ailleurs, au passage, ils font naître beaucoup d'espoir éventuellement chez les patients et leurs familles, ce qui est déjà un premier problème. Bien, moi, mon but aujourd'hui, du moins en 20 minutes, c'est de vous dire ce qui se fait dans le domaine aujourd'hui, et pour un peu démystifier le sujet. Et vous allez voir que s'il y a eu beaucoup de progrès récents, il reste beaucoup à faire pour arriver à des applications simples
Et a priori, plutôt au niveau médical, c'est ce qui guide le domaine aujourd'hui. Alors les interfaces cerveau-machine, c'est un domaine très jeune. Le terme, on le doit à un ingénieur belge, Jacques Vidal, qui était assez visionnaire, qui a 45 ans, il a fait toute sa carrière aux États-Unis, il a 45 ans, a décrit un petit peu un projet de ce que pourrait être une interface cerveau-machine parce que l'informatique avait fait des progrès, parce que les techniques de mesure de l'activité cérébrale avaient fait des progrès, et on pouvait imaginer connecter tout ça pour faire ce type d'interface. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une interface cerveau-machine? Alors voilà un schéma qui décrit très généralement son principe, de manière un peu théorique, hein, ou ingénierique. On verra après les exemples. Il y a 4 éléments essentiels. Tout d'abord, mesurer l'activité du cerveau pour pouvoir ensuite la décoder à l'aide d'algorithmes informatiques et piloter ainsi un système, ou du moins transférer de l'information à ce système, quel que soit l'objectif. Et souvent, cette interface, ces systèmes-là, ils fonctionnent en boucle fermée, c'est-à-dire qu'il y a un retour, et on peut très bien imaginer un retour sensoriel tout bête, c'est-à-dire que le patient, la personne qui contrôle ce système, va voir l'effet de ce contrôle et va pouvoir même apprendre à mieux maîtriser ce système. Du moins, c'est ce qu'on espère. Alors ici, il y a deux défis que j'ai voulu souligner. Le premier, c'est d'extraire une information pertinente de l'activité cérébrale, ce qui n'est pas une évidence, on ne connaît pas parfaitement le fonctionnement cérébral. Et le deuxième, c'est d'être à la fois rapide et précis, parce qu'en fait, vous allez voir, je préempte un peu sur ce que je vais dire tout à l'heure, mais les techniques qu'on utilise ici, c'est les techniques qu'on utilise en clinique ou en recherche pour lire l'activité cérébrale. C'est des techniques qu'on n'utilise pas en temps réel. Or ici, si on veut une interaction, on veut que ça se fasse en temps réel. Si on veut un pilotage, il faut que ça se fasse très rapidement. Donc là, il y a un défi particulièrement exigeant, et en plus il faut être précis, c'est-à-dire a priori il faut essayer de commettre le moins d'erreurs possible. Alors justement, venons-en aux techniques de mesure de l'activité cérébrale qui sont utilisées essentiellement, principalement en interface cerveau-machine. Ces techniques, elles appartiennent à une même famille qu'on appelle les techniques de mesure d'activité électrophysiologique, autrement dit l'activité électrique des neurones directement. Ça veut dire que je vais passer sous silence toutes les techniques d'imagerie qui ne sont pas utiles ici parce que c'est des choses qui ne permettent pas de bouger avec, qui coûtent très très cher et dont on imagine mal aujourd'hui qu'elles soient utilisées par un patient pour se mouvoir par exemple. Mais au sein de la famille des techniques d'électrophysiologie, on peut distinguer 3 types d'approches en fonction de leur invasivité. Est-ce qu'il va falloir faire une chirurgie ou pas? Alors, je commence par les plus invasives, les microélectrodes, qui se présentent comme ça sous la forme de puces éventuellement. On va multiplier les électrodes. Chaque électrode va mesurer un ou quelques neurones. Mais là, il faut avoir une bonne raison parce qu'on va faire la chirurgie, on va ouvrir et on va mettre dans le cerveau ces électrodes à un endroit bien précis pour mesurer l'activité des neurones. Alors ensuite, il y a des techniques qu'on appelle semi-invasives. Elles sont quand même invasives parce qu'on utilise la chirurgie, mais on va aller placer des électrodes beaucoup plus grossières qui vont mesurer l'activité de population de neurones à la surface du cerveau. On ne va pas rentrer dans le cerveau, on les pose à la surface du cerveau. Donc on mesure une activité beaucoup plus large de régions corticales. Et ça, c'est des techniques qui sont utilisées dans un autre contexte pour étudier l'épilepsie chez des patients qui sont pharmacorésistants et qui sont des candidats à la chirurgie, par exemple. Et enfin, il y a des techniques non invasives. Là, c'est l'électroencéphalographie, où, comme vous voyez ici, on pose des capteurs à la surface du crâne. Il n'y a aucune chirurgie. C'est une technique qui est complètement non invasive, qu'on utilise par ailleurs en recherche chez les enfants ou autres. Il n'y a aucun effet potentiellement dangereux à son utilisation. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mesurer l'activité de populations de neurones qui viennent à peu près de tout le cortex. Mais en revanche, on est donc assez peu spécifique spatialement, et en plus, on est limité par la distorsion des signaux qui va s'opérer par les couches successives que les signaux doivent traverser, comme l'os par exemple, et on ne va pas mesurer avec autant de finesse l'activité dans toutes les bandes de fréquences des populations de neurones comme on peut le faire avec ces techniques-là. En revanche, on peut faire beaucoup d'études avec le EEG, notamment chez des sujets sains. Alors voilà, ça c'est le panel des techniques. Maintenant, je vous propose de regarder ce que j'ai classé en 5 grands scénarios d'application des interfaces cerveau-machine, qui sont assez différents les uns des autres, pour que vous ayez une idée un peu globale des recherches qui se mènent actuellement. Et simplement des recherches parce que tout ça n'a pas encore franchi la porte des laboratoires. Premier scénario, que je vais vite évacuer, mais pour que vous sachiez qu'il existe, c'est celui de l'utilisation des interfaces cerveau-machine pour la recherche. Parce que
mettre en interaction un cerveau, un sujet, un patient avec une machine, ça peut être intéressant pour mieux comprendre le fonctionnement cérébral en général et éventuellement de ce patient. Et je le mentionne aussi parce que, malgré tout, c'est un contexte où l'imagerie a son rôle à jouer. On peut utiliser l'IRM fonctionnel en temps réel pour poser des questions de recherche, voire même pour une forme de thérapie, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure. Maintenant, dans les applications qui sont avant tout cliniques, vous allez le voir, la première, c'est celle de restaurer. Restaurer une fonction perdue chez un patient. Et là, on peut envisager des applications où on utilise des électrodes invasives. L'exemple que je vous propose, qui est un peu illustré par ce schéma ici, c'est l'idée d'implanter un patient dans le cerveau et de lui permettre de commander son propre bras dont il a perdu l'usage, par un accident. Il y a une rupture des connexions. La façon dont ça va se faire, c'est de connecter cet implant à un stimulateur musculaire qui va déclencher le mouvement voulu au moment où on a besoin de faire cette action. C'est ce que vous pouvez voir ici dans cette vidéo d'une étude récente américaine. Vous allez voir chez un patient qui s'est longuement entraîné, en plusieurs semaines, l'effet de cette stimulation. Donc là, vous ne voyez pas l'implant, par contre, vous voyez le stimulateur musculaire qui va distribuer différents patterns de stimulation en fonction du mouvement que le patient veut produire. Ce qu'il produit ici, c'est la saisie de la bouteille pour verser c'est des dés, je crois, dans l'autre gobelet. Et dans la série de tâches qu'on lui a demandé de faire, la tâche suivante est un peu plus fine. On lui demande de saisir cette petite baguette pour aller remuer les dés dans le gobelet. Voilà, c'est remarquable par rapport, je ne vous montre pas, il y a des vidéos où la simulation n'est pas active par rapport à ce qu'il était capable de faire avant. Mais vous voyez malgré tout que ça se fait après un long apprentissage et que les mouvements que ce patient peut faire sont un peu limités, parfois maladroits. Mais c'est un résultat très récent d'interface cerveau-machine. Un autre exemple, notre ambition, c'est de remplacer. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir restaurer le contrôle de son propre membre pour le patient, on peut envisager de le remplacer. C'est typiquement le cas des neuroprothèses. Et je vous montre une vidéo de ce qui se fait aujourd'hui de plus avancé dans les neuroprothèses. Une recherche aux États-Unis à nouveau. Cette patiente s'est entraînée pendant plusieurs semaines pour contrôler ce bras robotisé qui a plusieurs degrés de liberté, toutes les rotations, les translations, plus la saisie. Elle a réussi à se saisir elle-même de cette tablette de chocolat et croquer un morceau. Dans cette vidéo, en fait, elle dit une petite bouchée pour la femme, une grande avancée pour l'interface cerveau-machine. Donc voilà ce qui se fait depuis peu et de plus avancé en interface cerveau-machine invasive. Et évidemment, les interfaces invasives, elles sont testées chez très peu de patients, chez qui ça pourrait se justifier. Mais même chez eux, ils ont été plutôt des partenaires de la recherche que des bénéficiaires véritablement sur le long terme. C'est-à-dire que cette patiente, elle ne va pas repartir chez elle avec ses 2 implants et le bras robotisé, qui a été ici utilisé en laboratoire de manière très contrôlée, et on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a sûrement un ingénieur près du bouton rouge au cas où il y a un problème. Donc voilà, c'est des essais de recherche, et rien de plus pour l'instant. Maintenant, je vais passer aux catégories... Ah non, j'avais prévu un autre exemple, excusez-moi, qui va bien avec le titre d'interface cerveau-machine, cerveau, pour montrer qu'il y a des recherches qui cherchent à faire la double connexion, et ça a un sens, parce que dans ce qu'on vient de voir, une des limitations vient du fait qu'on n'a pas de retour proprioceptif. La patiente par exemple qui pilote cette neuroprothèse, elle n'a pas de retour proprioceptif sur le mouvement de ce bras. Et ça, on sait que c'est essentiel pour avoir un contrôle moteur fin et abouti. Donc, ce que certains chercheurs cherchent à faire, c'est bien entendu de piloter un bras robotisé, mais aussi d'avoir un retour sensoriel sur ce pilotage, autre que visuel. D'accord ? Donc ça, c'est une étude qui a été menée dans l'équipe du professeur Miguel Nigolelis aux États-Unis, où ils ont fait ce qu'ils savaient relativement bien faire depuis plusieurs années. Ils ont implémenté un singe, ils lui ont appris à commander un bras robotisé, alors ici en 2 dimensions, un bras avatar. Mais surtout, il y avait un double implant. C'est que l'implant servait d'une part donc, à piloter cet avatar, mais il y avait aussi un implant
qui servait à envoyer une information de type tactile mais virtuelle. Donc une simulation de ces zones du toucher dans le cerveau du singe. Et comment ils ont testé la viabilité de cette interface? Eh bien, ils lui ont donné une tâche à faire qui était la suivante, c'était de trouver, parmi ces 3 cibles qu'il est impossible de distinguer de manière visuelle, de trouver celle qui allait lui donner une récompense sous forme de nourriture. Donc, ce que vous allez voir sur cette vidéo, c'est un exemple après apprentissage. Les chercheurs ont retranscrit, c'est pour ça que j'ai celle-ci, l'activité cérébrale en termes de sorties sonores et aussi, surtout, la stimulation que renvoie l'interface en termes de son. Parce que chaque cible avait donc une stimulation différente et les singes devaient apprendre à reconnaître ces stimulations. C'est très grossier, mais ça montre que le singe arrive à intégrer cette information pour, très vite dans sa recherche, trouver la cible et recevoir la récompense. Il le recevait quand il est resté un moment suffisamment longtemps sur la cible. Voilà, donc un exemple de recherche qui va vers une interface cerveau-machine-cerveau. Alors je passe maintenant aux applications qui vont utiliser les interfaces non invasives. Et le premier scénario, qui a toujours une application essentiellement clinique, c'est celui de réhabiliter. Alors là, l'idée, on n'est plus chez les patients qui ont typiquement un handicap moteur, mais dont le cerveau est intact. On va parler ici de situations où les patients ont un cerveau lésé ou abîmé, et c'est cette fonction, enfin la perte de fonction qui en découle, qu'on va chercher à réhabiliter. Donc l'exemple type, ça va être la rééducation des patients après un AVC, accident vasculaire cérébral. L'idée ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'objectif de restaurer. En tout cas, le dispositif y ressemble, sauf qu'on va utiliser des électrodes non invasives, d'électroencéphalographie, et on va aller piloter ici un stimulateur musculaire pour déclencher le mouvement que le patient, suite à son AVC, n'est plus capable de faire. Donc on va assister à la rééducation, parce que c'est une rééducation qui généralement est limitée, qui a même du mal à se mettre en place. Le but ici, c'est de véritablement apprendre le patient à recréer dans son cerveau le pattern d'activité qui va permettre de faire ce mouvement, du moins à terme. Donc ce qu'on va demander au patient, c'est vraiment de se concentrer pour envoyer cette commande. Imaginez ce mouvement. Au début, les patients parfois ne peuvent faire aucun mouvement du tout, mais par contre, il y a une activité de leur système moteur. Et quand on va détecter ce pattern-là, on va déclencher l'assistant musculaire qui va produire le mouvement. Et donc, comme ça, on espère que cette boucle va être vertueuse, de montrer l'effet de cet apprentissage positif à travers le mouvement réalisé, et que suite à un long entraînement, le patient pourra s'en passer pour véritablement retrouver une forme d'autonomie seul. L'exemple illustré, enfin l'idée illustrée par cette vidéo, c'est un patient ici à Lausanne qui, vous le voyez, a un casque d'électroencéphalographie. Il se concentre pour imaginer, voire essayer réellement de faire ce mouvement, et ce sont les électrodes de stimulation musculaire qui vont le déclencher. Et donc là, le patient sait ou apprend qu'il a déclenché le bon pattern d'activité cérébrale et que c'est vers ce même pattern qu'il doit reproduire pour contrôler son mouvement. Alors, un autre exemple de réhabilitation, cette fois pour mentionner des travaux qu'on mène ici à Lyon, c'est dans un domaine plutôt psychiatrique, où ici l'idée c'est d'utiliser des interfaces cerveau-machine sous forme de jeu pour aller rééduquer les capacités attentionnelles. Et ici, les capacités attentionnelles des enfants qui ont des troubles de l'attention, on appelle le TDAH, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans ce projet-là, je vous montre cette vidéo en même temps que je vous explique, on utilise l'interface cerveau-machine qui va aller détecter un marqueur attentionnel grâce à l'électroencéphalographie pour piloter un jeu que l'enfant joue contre un ordinateur. Donc ici, on supprime l'activité motrice de ces enfants qui peuvent être impulsifs, hyperactifs, et on les oblige à se concentrer, parce que ce qui se passe, c'est que la façon dont on va jouer à des jeux qui sont connus, comme le Bataille Navale ou le Puissance 4, vous allez voir ici, un peu redesigné,
c'est en faisant... La machine va faire des propositions, elle va flasher. On va le voir ici. Elle va flasher toutes les colonnes, toutes les options du jeu. Et ce qu'on va mesurer, nous, en temps réel, c'est la réponse du cerveau à ces différentes propositions. Si l'enfant se concentre, qu'il fait bien attention, le marqueur qu'on cherche à mesurer ne va se produire que pour sa cible. Et à ce moment-là, il va pouvoir positionner le pion là où il voulait. Il y a bien sûr toute la stratégie du jeu qu'il doit bien développer. Et il va pouvoir éventuellement gagner contre l'intelligence artificielle contre laquelle il joue. Et pour peu qu'on développe suffisamment de jeux différents pour continuer à motiver l'enfant, il y a un bon engagement. Donc ça, c'est un projet il y a une étude clinique qui est en train de se terminer avec différents partenaires, publics et privés, randomisés. Et d'ici un an, on aura les résultats. C'est une forme de ce qu'on appelle aussi le neurofeedback. Quelque part, cette interaction donne un retour, un feedback sur l'activité neuronale. L'enfant sait s'il a bien fait attention grâce à son succès ou pas dans le jeu. Et alors enfin, le dernier scénario que je vais mentionner, qui s'éloigne pour le coup un petit peu de la clinique, c'est celui d'étendre. D'étendre la nature d'interaction entre le sujet, le patient, et la machine, ou du moins son environnement. Alors ça, c'est un scénario qui peut paraître un petit peu futuriste, mais il est facile à envisager dès qu'on parle d'interface cerveau-machine. Ce petit dessin-là imagine l'application de ce type dans un cadre qu'on pourrait appeler de neuroéducation. Ce que vous voyez là, ici, c'est quelqu'un qui serait en train d'apprendre grâce à une interface sur le web, par exemple, un neurotuteur, à faire des mathématiques. Et par contre, ce qu'on mesurait en même temps avec l'électroencéphalographie, c'est son niveau de fatigue, son niveau de charge mentale lié à la complexité des exercices. Et en fonction de cette mesure, eh bien, on peut imaginer que le programme d'apprentissage va adapter la difficulté des exercices ou va lui dire que c'est le moment de faire une pause et qu'on reprendra plus tard. Donc l'idée, c'est ici d'optimiser l'objectif du sujet qui est d'apprendre les mathématiques. Je vais vous donner un autre exemple qui est aussi issu de notre laboratoire. C'est un projet qui s'est terminé récemment, financé par la DGA et qui impliquait des partenaires publics et privés. L'idée ici, c'était de monitorer les performances à la fois dans le domaine cognitif et physique, l'exemple que je vous montre, c'est dans le domaine physique, d'un sujet, et de voir si on était capable de prédire l'arrêt de son exercice ou de sa performance. Donc ce que vous voyez sur cette image, c'est un cycliste qui est anormalement bardé de capteurs. Il n'y a que 2 capteurs EEG en fait ici, qui sont dans le casque de vélo. Après, on avait beaucoup d'instruments de mesure qui étaient des mesures de gaz expiré, inspiré, qui nous permettaient aussi de savoir dans quel état il était, et notamment s'il allait passer en régime anaérobique, autrement dit, s'il allait se rapprocher de l'arrêt de la performance. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand il se rapproche de cet arrêt de performance par des marqueurs connus, périphériques, eh bien, la mesure EEG, qui nous donne un indice qu'on a ici classé un peu en 4 niveaux, vert foncé, vert clair, orange, rouge, eh bien, se rapproche du zone rouge et nous prédit, elle aussi, au niveau central, donc, l'arrêt des performances. Et c'est ce qu'on a observé très peu de temps après, l'arrêt de l'exercice, qui, j'ai oublié de le dire ici, mais elle était incrémentale, c'est-à-dire toutes les 2 minutes, la difficulté de pédalage ici augmentait, donc on s'attendait à un arrêt de performance assez rapidement. Et on voit ici un marqueur qui nous indique que ce sujet s'est arrêté, mais surtout il nous l'indique un petit peu avant que ça arrive, donc au niveau central. Voilà. Et bien, en fait, j'étais assez court, j'ai presque fini. Pour la discussion, je voulais lister, et ce n'est pas une liste exhaustive, des questions éthiques que de manière assez évidente, les interfaces cerveau-machine vont soulever, même si, je le répète, on n'est pas encore sorti du laboratoire. Mais il y a bien sûr plusieurs questions à se poser. Le bien fondé de l'application ciblée, je vous ai parlé du fait que c'est des applications médicales qui guident 99% des recherches dans le domaine, mais on voit qu'il y a des initiatives privées qui peut-être ont d'autres idées en tête. Le jour où on imagine ces techniques disponibles, il y a évidemment la question de l'égalité d'accès à ces neurotechnologies. Il y a la question de la confidentialité des données, puisque aujourd'hui, on n'a pas une connaissance suffisante
et encore, de l'interprétation des données d'électroencéphalographie pour en faire quelque chose qui soit particulièrement intrusif au niveau de la vie privée. Mais demain, on peut imaginer que ce soit quelque chose qui soit très représentatif de l'identité d'une personne, et donc c'est des données qu'il faut protéger, et l'interface cerveau-machine utilise ces données. Donc la question de confidentialité s'applique. Et puis il faut, là je l'évoquais au début quand je parlais d'Elon Musk, mais il faut une communication responsable vis-à-vis des patients et de leurs familles, parce que ces interfaces suscitent des espoirs très importants pour des malades qui ont des pathologies où il n'y a pas de solutions existantes aujourd'hui. Voilà, et je voulais mentionner que c'est un domaine de recherche jeune, mais qui se structure, et notamment en France, puisqu'il y a une association qui s'est créée l'année dernière, qui s'appelle Cortico, pour regrouper les forces, surtout académiques, dans le domaine. Voilà, je vous laisserai sur cette phrase de Romain Gary. Merci. Y a-t-il des questions ? En fait, je voulais réagir à la toute première citation de la dame de Facebook, donc qui souhaite qu'on puisse écrire nos SMS par activité cérébrale. Donc ça veut dire que donc, quelque part une machine puisse lire dans nos pensées. Aujourd'hui, l'état de la recherche en est tout, c'est pour dans 2 ans ou c'est encore de la science-fiction? C'est de la science-fiction. Une autre façon de le dire, c'est qu'il y a plusieurs prix Nobel sur le chemin avant d'y arriver. Je ne l'ai pas montré en fait, mais sur le modèle de ce qu'on a fait ici pour les jeux, ce qui se fait mieux aujourd'hui pour écrire par la pensée, entre guillemets, c'est pas du tout d'aller lire le mot, ni même la lettre que vous avez en tête pour écrire, mais c'est d'aller vous flasher des propositions, autrement dit des lettres présentes à l'écran, parce que finalement ce que vous sélectionnez ici, c'est une position dans l'espace. Vous dites je fais attention à cette position dans l'espace, donc je la sélectionne. Ça peut être des images concurrentes, des lettres justement, et avec ces systèmes, on peut vous faire communiquer. Mais c'est lent, ça fait des erreurs, et surtout, ça peut être remplacé avantageusement, je pense, en tout cas si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera demain, par regarder où vous regardez. C'est pas votre position du regard, plutôt qu'aller mettre en place un système complexe comme celui-ci. Alors évidemment, après, si on va mettre des électrodes dans le cerveau, mais je ne suis pas sûr que pour utiliser votre smartphone, vous avez envie de faire ça, mais imaginons d'aller plus précisément chercher l'information au niveau des neurones. Là, il y a des recherches en cours pour aller non pas remplacer la parole, disons. On est dans le scénario de remplacer. Aller lire dans plusieurs régions cérébrales une activité qui sera plutôt motrice ici. C'est-à-dire, à nouveau, ce n'est pas la phrase que vous avez en tête ou l'idée ou la pensée que vous avez en tête, mais c'est plutôt au moment de la produire. Vous n'êtes plus capable de la produire, mais la machine va essayer de le faire pour vous. Il y a des belles recherches actuellement à Grenoble pour ça, qui sont vraiment orientées pour aider les patients, qui n'ont pas encore abouti, mais où l'idée c'est ça, c'est grâce à des électrodes implantées qui se justifient chez un patient, on va aller mesurer une activité de production de langage qui ne se fait pas, et grâce à un synthétiseur vocal, on espère pouvoir permettre à ces patients de parler un petit peu. Bonjour, oui, merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Un point que vous avez peut-être passé un peu trop rapidement à mon goût sur la restauration, quand vous montrez les possibilités de rajouter un bras et de le piloter à nouveau par les circuits habituels. Il me semble que dans l'exemple du singe que vous avez pourtant présenté, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est le fait que le singe dispose, parallèlement au contrôle de cet appareil-là, de ses 2 bras libres dans l'espace. Est-ce que vous envisagez une limite, justement, à cette possibilité qu'on a de greffer à nouveau des périphériques de sortie contrôlés par de l'information motrice, etc. Est-ce que vous avez une idée de l'évolution à moyen terme de cette techno? Merci. Alors, c'est une remarque très juste parce que dans une autre étude de la même équipe, ils ont montré que le singe pouvait piloter un bras robotisé, donc en 3 dimensions, un bras réel. Et effectivement, le singe, au bout de quelques temps, arrivait à se gratter le nez en même temps avec son propre bras, tandis qu'il faisait la tâche qu'il faisait avant
avec son bras, avec le bras robotisé. Donc ça montre, quelque part on le savait déjà un petit peu en neurosciences, c'est une forme d'appropriation d'outils, mais ça montre qu'on peut s'approprier des extensions à son corps. Donc ça pose la question d'application de ce type de recherche à... on peut imaginer des soldats de demain capables de commander un troisième bras. Bon, pour ça, premièrement, il faut se faire implanter. On est bien d'accord, cette recherche implique un implant. Ensuite, il y a assez peu de recul sur ces recherches pour savoir jusqu'à quel point on peut se l'approprier. Et ce qui paraît une première limite importante, c'est la raison pour laquelle je montrais cette vidéo, c'est qu'il faut un retour sensoriel sur ce nouveau membre, sur cette extension du corps, pour avoir un contrôle qui dépasse les démonstrations que je vous ai montrées. Donc il y a déjà beaucoup de limites. La limite que la société posera parce qu'il faut implanter, la limite que la société posera parce que l'application pose question, et puis la limite encore technologique, de savoir si vraiment, jusqu'où on peut s'approprier un tel bras, puisqu'aujourd'hui ils n'aident pas encore les patients véritablement. Et donc on va passer... On va passer à notre troisième orateur, qui est Christian Etier, professeur au département de psychiatrie et neurosciences à l'Université de Laval, et qui va nous parler des neuroprothèses, leur présent, leur avenir. Bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs, merci à Neurodis et à vous tous d'être ici. Donc, comme le suggère le titre de ma présentation, aujourd'hui, je vais parler des neuroprothèses. Qui est en fait un autre nom pour les interfaces cerveau-ordinateur ou cerveau-machine, comme on a entendu. Mais c'est un domaine assez vaste des neuroprothèses. Puis, je vais commencer par vous donner un exemple ici d'une neuroprothèse qui existe depuis déjà longtemps, l'implant cochléaire, dont le premier exemple a été testé en 1982. Vous connaissez peut-être l'implant cochléaire un peu. C'est un dispositif qui se place d'abord sur l'oreille, comme ça. Il y a un microphone qui permet de capter les bruits environnants et puis de transmettre à un stimulateur implanté sous le crâne des commandes pour aller activer des électrodes qui sont placées dans la cochlée ici, dans l'oreille interne. Cette neuroprothèse permet à des patients qui ont perdu le sens de l'ouïe de le retrouver carrément en allant activer les cellules neuronales dans l'oreille interne qui sont responsables initialement d'aller transformer les vibrations sonores en impulsions nerveuses. Mais c'est un exemple de neuroprothèse que ça fait longtemps qu'il existe, mais qu'on cite souvent parce qu'il a eu beaucoup de succès en clinique. Un autre exemple assez différent de neuroprothèse ou d'interface cerveau-ordinateur, c'est celle qu'on voit ici, plutôt en 2199. La technologie est assez différente. Ici, on a des gens qui, avec des électrodes qui ont quand même l'air assez rudimentaires, comme vous voyez, réussissent à interfacer l'esprit et l'ordinateur afin de permettre une immersion totale dans un environnement virtuel et donc potentiellement, à partir des principes de plasticité qu'on connaît, renforcer certains circuits neuronaux pour amener des améliorations à long terme, voire de réparer en partie le système nerveux après lésion. Il y a deux principes d'activation qui m'intéresse et que j'étudie dans mon laboratoire, celui de la stimulation appareillée, où on peut aller stimuler de façon simultanée ou avec un timing précis deux endroits du système nerveux qui peuvent être représentés ici par simplement deux neurones, ou, comme les interfaces cerveau-ordinateur le permettent, de faire des interfaces en boucle fermée, où on va enregistrer à un certain endroit et stimuler de façon précise en synchronie avec nos enregistrements afin d'essayer d'induire de la plasticité, de renforcer ou affaiblir, ce qui est aussi possible, des liens entre deux neurones, deux régions neuronales.
Et puis, pour y arriver, pour comprendre la base de la plasticité, pour identifier en fait les principes efficaces pour guider la plasticité dans le système nerveux, dans mon laboratoire, on fait des recherches avec des animaux de laboratoire, des rats, des souris, chez qui on va tester ces principes-là. Jusqu'à maintenant, on a utilisé la stimulation associative appariée. Chez des animaux, on va stimuler le cortex et les muscles avec différents paramètres. On applique un certain nombre, et dans ce cas-ci 400 répétitions de la stimulation PRE, dans le but d'essayer de modifier les circuits neuronaux qui lient le cortex à la périphérie, avec bien entendu comme objectif à long terme d'essayer de potentialiser ces circuits-là après une lésion de la moelle épinière, qui est souvent, chez les patients, ces lésions-là sont souvent incomplètes. Il y a presque toujours des circuits résiduels, donc c'est eux qu'on vise, on tente de les renforcer. Donc pour évaluer si on réussit à induire des changements comme ça, ce qu'on fait, c'est que avant et après la stimulation appariée, on va aller stimuler le cortex avec un petit train de stimulation pour observer la réponse motrice. Donc on active les neurones du cortex qui, à leur tour, envoient des signaux dans la moelle épinière et puis on obtient un potentiel qu'on peut mesurer dans le muscle. Donc, en comparant avant et après la stimulation appariée, ce qu'on constate, c'est qu'en effet, on est capable, avec certains paramètres précis, d'aller renforcer les connexions. Donc, les potentiels musculaires qu'on voit après notre intervention, avec la même stimulation corticale, montrent une plus grande réponse motrice, ce qui démontre qu'il y a eu de la plasticité dans les circuits corticospinaux. C'est des études qui sont quand même assez récentes. Il nous reste beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour des systèmes, des interfaces cerveau-ordinateur, des neuroprothèses, pour induire la plasticité dans un but thérapeutique. En terminant, je vous laisse avec une autre de mes interfaces cerveau-ordinateur préférées, celle d'Avatar. En 2154, on voit qu'ils n'ont pas encore réussi à guérir la paralysie. Je pense qu'on va être capable de faire mieux que ça. Mais une des choses intéressantes, c'est qu'ils ont vraiment des bons capteurs ici, qui sont complètement non évasifs, mais qui permettent quand même d'aller détecter de façon très précise qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, mais aussi d'induire des perceptions. Dans ce cas-ci, le sujet réussit, à partir de la pensée, à les contrôler, de faire un lien avec un avatar biologique, de contrôler ce personnage-là, mais aussi de percevoir ce que l'avatar est capable de percevoir en termes de sensations, du toucher, la vision, l'audition. Donc, c'est une interface assez complète. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis aux organisateurs aussi. Puis, gênez-vous pas si vous avez des questions. Des questions? Merci. Merci pour votre présentation. J'ai une question, elle s'adresse aussi à Jérémy Matou. Est-ce qu'il y a des exemples de neuroprothèses ou d'interfaces cerveau-machine qui ont duré sur le long terme, au-delà de 1 mois, 2 mois, et après on débranche? Quelque chose qui a été pendant 2-3 ans connecté et qui s'est maintenu performant. Est-ce qu'il y a des exemples? Ben, chez l'homme, non. En fait, il y a un participant humain qui a eu quand même les implants d'électrodes des Utari pendant, je crois, 5 ans presque. Mais vers la fin, presque seulement quelques canaux gardaient encore de l'activité. Chez le singe, on a vu des exemples qui pouvaient durer quand même plusieurs années, jusqu'à 7-8 ans. Mais je pense que si on prend la moyenne, c'est beaucoup moins que ça. Puis c'est pour ça que je pense, c'est possible de faire des développements technologiques qui peuvent amener des électrodes
plus biocompatibles, qui vont moins perdre leur efficacité avec le temps, mais je pense quand même que l'idéal, c'est pas de contourner le problème, c'est de le réparer. Puis dans ce sens-là, si on a des interfaces neuroélectroniques qui permettent de réparer le système nerveux après une lésion, bien après, en 1 mois ou 2, bien après ça, on peut enlever l'implant et on n'en a plus besoin. Bien. Je ne sais pas si vous vouliez... J'en ai une, j'ai une question à poser. Merci pour cette présentation. Donc, ma question est pour vous, mais aussi pour Jérémy Matou. Donc, dans le cadre de la réhabilitation, actuellement, on a quand même des résultats sur tout ce qui est moteur ou l'apprentissage moteur, que la consolidation implique non seulement la partie cérébrale, mais implique aussi le côté spinal, donc la moelle épinière, et qu'il existe des programmes qui sont autonomes et spécifiques au niveau de la moelle épinière. Et dans vos démarches, vous isolez la moelle épinière comme étant uniquement le câble qui va envoyer cette information, ce qui, à mon avis, est un petit peu limitatif, et qu'il faut non seulement observer le cerveau, effectivement, et regarder ses activités cérébrales, et trouver un lien avec la réponse attendue, donc motrice, mais aussi il faut mesurer le côté de l'activité spinale. Donc, et ma question, c'est est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ça, et secondo, existe-t-il des systèmes qui permettent d'écouter aussi la moelle épinière et ses réseaux moteurs? C'est un excellent point, puis c'est vrai que j'ai simplifié beaucoup la présentation, mais dans mes expériences, en fait, même si j'enregistre le cortex ou je stimule le cortex, dans les expériences qu'on fait en ce moment, on vise plutôt les circuits spinaux comme lieu d'induction de la plasticité. Ce sont des circuits vraiment complexes et je pense que les interfaces cerveau-ordinateur qui ont pour but de restaurer la fonction motrice ont de la difficulté parfois à être généralisables d'une tâche à l'autre. Parfois, on voit que les neurones du cortex peuvent être associés à un certain muscle, mais si le contexte est différent, la tâche est différente, bien, la relation n'est pas tout à fait pareille. Parce que probablement les circuits spinaux, entre autres, sont impliqués et il y a beaucoup il peut y avoir de l'inhibition, de l'excitation qu'on ne peut pas distinguer à partir de l'activité corticale. Du point de vue réhabilitation, effectivement, si on pense à une lésion de la moelle épinière, près de la lésion, il y a aussi beaucoup de pertes de ces circuits-là qui sont importants au contrôle moteur et qui sont difficiles à rétablir. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire, si on utilise des interventions de stimulation pour guider la plasticité, c'est d'essayer de viser à ce que nos stimulations induisent des patrons d'activité qui sont les plus naturels possibles. C'est jamais complètement naturel, mais qui correspondent le plus possible à ce qu'on voit en termes d'activité dans les circuits moteurs, mais aussi sensoriels, afin de réentraîner au niveau tant spinal que cortical les connexions utiles. Quelque chose à ajouter peut-être? Merci. Merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais juste savoir un peu, vous comme vous êtes chercheur, où est-ce qu'en est la recherche aujourd'hui à la fois du point de vue des neurosciences et des technologies pour améliorer l'interface cerveau-machine, et qu'est-ce qui a amélioré dans ces deux axes de recherche pour avancer, et notamment si on peut éventuellement essayer de faire un lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les nouvelles technologies et les réseaux de neurones, est-ce que ça peut apporter quelque chose là-dedans, l'intelligence artificielle? C'est plusieurs excellents points, je pense, pour ce qui est des limitations ou des défis courants. Ça dépend des objectifs. Peut-être, si on pense aux interfaces cerveau-ordinateur pour restaurer la fonction, les limites, c'est au niveau technologique qu'on parlait tout à l'heure de la pérennité des électrodes. On ne voudrait pas que des patients aient à avoir des chirurgies toutes les 2 ou 3 ans. Si on parle plutôt des aspects thérapeutiques,
à ce moment-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de limites à notre compréhension des mécanismes de la plasticité. Qu'est-ce qui fait que ça dure? Comment on peut induire de la plasticité pour commencer? Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites in vitro avec 2 neurones interconnectés, mais quand on pense in vivo dans un système aussi complexe où il y a de l'activité partout, et non seulement ça, mais il y a plusieurs facteurs moléculaires, pharmacologiques qui vont influencer la plasticité aussi. Donc, c'est de continuer à faire de la recherche dans plusieurs domaines comme ça, parallèles, qui vont en bout de ligne mener à une meilleure performance dans nos habiletés à guérir. Et puis, l'intelligence artificielle, oui, je pense que surtout quand on pense aux décodeurs, à nos façons d'interpréter l'activité neuronale, à ma connaissance, il n'y a pas encore beaucoup d'interfaces serveur-ordinateur qui utilisent l'intelligence artificielle pour décoder le cerveau, mais c'est en cours. Je pense que on va en voir de plus en plus, certainement. Moi, je rajouterais juste que je pense que le domaine a évolué. Au début, il était très ingénierie. Et aujourd'hui, les neurosciences investissent plus ce champ-là, et on voit qu'un verrou important, c'est notre compréhension du système du cerveau, du système nerveux central. Et donc, c'est nos progressions en termes de connaissances et de neurosciences qui devraient améliorer l'interface cerveau-machine. Et là, je pense aussi que l'intelligence artificielle a éventuellement un rôle à jouer, pas seulement parce que c'est un décodeur un peu meilleur que les précédents en apprentissage machine, qui commence tout juste à être utilisé dans l'interface cerveau-machine, mais aussi parce qu'il a, pour certains modèles, et de manière grossière encore, quelques analogies avec le fonctionnement cérébral. Donc l'intelligence artificielle peut nous aider aussi à comprendre par analogie comment le cerveau fait certaines choses, et donc à mieux décoder pour les interfaces. Merci. Moi, j'aurais une question un petit peu technique, je crois. Je crois que ça fait référence au diaporama de M. Matou, comme ça, oui. Je crois qu'à un moment, il y avait 4 types d'électrodes. Et j'aimerais savoir quelles sont les... Enfin, moi, j'ai travaillé un petit peu sur le sujet, et celle que j'ai vue la plus utilisée, c'est celle qui a une multiplicité de pointes, et en fait, les autres, je les connais moins. Donc, je serais curieuse de savoir quelles sont les différences, enfin, qu'est-ce qui fait que pour telle ou telle expérience, on va utiliser plutôt celle-ci ou une autre. Ça dépend de la structure qu'on vise. Juste rapidement, comme ça, j'essaie de retrouver... Il y a des formes qui sont différentes. Donc, pour le cortex, souvent, si on vise une couche en particulier, la couche 5, comme tout à l'heure, on va utiliser une électrode où les contacts sont disposés de façon horizontale, comme la Utah Array. Mais selon la structure que vous étudiez, il peut y avoir d'autres formes qui sont plus pertinentes. Ouais, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous voulez étudier ou savoir. En fait, ils ont tous leurs avantages et leurs désavantages. Je dirais que les matrices comme ça permettent d'avoir un bon nombre de canaux, des enregistrements de bonne qualité. La NeuroPixel permet d'avoir beaucoup de redondance aussi, donc peut-être qu'il dure un peu plus longtemps. Et puis la NeuroDust est intéressante parce qu'elle est sans fil, mais requiert aussi une alimentation par ultrason qui n'est pas nécessairement très portable. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les discussions, parce que le temps tourne. Merci beaucoup à nouveau. Merci. Je repasse la parole à Thierry Magnière et François Mauguière pour voilà. leur conclusion. On va peut-être utiliser... Voilà. Nous allons faire une conclusion rapide, parce que nous avons été beaucoup stimulés pendant toute la journée, donc je pense qu'il y a aussi une petite fatigue. Nous vivons une époque formidable,
Ce que nous avons vu et entendu, là, c'est tout de même assez extraordinaire, jusqu'à être capable de détecter des intentions de bouger, par exemple, et de les traduire pour activer des muscles, par exemple. Bon, assez extraordinaire. Ce matin, nous avons fait tout un parcours entre oser poser des questions. Il y a encore une quinzaine d'années, ça risquait pas, hein, entre l'inconscient cognitif, l'inconscient freudien, et nous avons vu quelques emboîtements via notamment la conscience et la mémoire. C'était particulièrement intéressant, jusqu'à aller à l'herméneutique de soi. Je pensais beaucoup pendant cette journée à Marc Jeannereau, parce que je pense que sur la place lyonnaise et pour bien au-delà de Lyon, il a été un de ceux qui a proposé très tôt des études interdisciplinaires qui nécessitent d'être continuées, y compris avec des philosophes qu'on aurait pu entendre aussi encore plus aujourd'hui. Avec la lecture des émotions aussi, enfin, c'était particulièrement important entre émotion, empathie, mimétisme, mais aussi contrôle possible de ces émotions, jusqu'où, comment. Et là aussi, on a reposé un bon nombre de questions d'éthique. Et tout à l'heure, vous nous citiez une belle phrase de Romain Gary. Hein, on voit bien qu'on a besoin, vous l'avez même dit, il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers, on a besoin de plus de science devant les défis. On a besoin peut-être de plus de sciences responsables, ou plutôt de plus de scientifiques responsables. Je crois que les formations en éthique, on a repris pendant la journée pas mal de questions à ce niveau-là. Les formations à l'éthique des scientifiques eux-mêmes, aussi bien quand on est en université ou en école que quand on est en pratique, nous semble quelque chose de très important, parce que peut-être que, comme moi, vous avez eu parfois le vertige dans les possibilités qui s'ouvrent, et en même temps les effets extraordinairement prometteurs que vous nous avez présentés, notamment dans les dernières présentations ici. Alors, on a tous aussi en tête, je pense, un Stephen Hawking, là, qui a certainement promu à sa manière ces interfaces et la possibilité extraordinaire que ça procure. Lui qui aussi nous a proposé une certaine forme de sagesse dans l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies. Pour terminer, qui n'est pas une conclusion, qui est juste quelques points de repère, je me dis comment on pourrait continuer, notamment, moi c'est une des questions qui m'intéresserait beaucoup qu'on continue de regarder, c'est l'interface, l'interconnexion entre émotion et raison. On l'a abordé à certains moments de la journée, mais on peut peut-être aller encore plus loin. Pour les éducateurs que nous sommes, c'est évidemment très important. Et puis, je voudrais remercier très fortement la Fondation Neurodis et l'Université Laval pour avoir accepté de venir dans cette enceinte vivre neurosciences et liberté. Et je vous le rappelle, comme je le disais ce matin, c'était une ancienne prison et c'est maintenant un lieu d'ouverture. Je crois que là aussi, il y a un beau symbole de liberté. Merci beaucoup. Mon rôle était de résumer le contenu de la journée, mais je pense que le recteur Thierry Magnin l'a parfaitement fait. Donc, simplement pour dire que cette journée est née en fait d'une rencontre fortuite, dans la mesure où un livre, un écrit du recteur Magnin m'avait été prêté par un ami, livre que j'ai lu, et c'est à la suite de cette lecture que j'ai décroché mon téléphone pour prendre contact avec le recteur Magnin, que nous avons commencé à discuter et à élaborer ensemble le programme de cette journée. Ceci pour dire que je tiens à remercier l'Université catholique de toute la souplesse qui caractérise son organisation. Je lis un livre, je rencontre le recteur, on fait une journée. Imaginez ça, c'est tellement simple. Et donc, comme tout est simple, et que finalement, j'ai le sentiment que le recteur Magnin souhaite aller plus avant, eh bien, avec ou sans les entretiens Jacques Cartier, puisque l'année prochaine, nous serons au Québec, nous pouvons prendre l'idée, et peut-être y réfléchir, d'organiser une prochaine réunion dans un an sur un des thèmes
pour lequel nous sommes restés sur notre faim, et pourquoi pas des interactions entre émotion et raison, qui pourrait être un magnifique sujet de discussion transdisciplinaire entre psychologues, neuroscientifiques, enseignants, et auquel nous serions très heureux à la Fondation Neurodis de contribuer. Dernier mot, je vous l'ai déjà dit, le podcast sera possible sur le site de Neurodis pour toutes les interventions d'aujourd'hui. Enfin, allez sur le site de Neurodis. Si vous êtes riche, si vous connaissez des gens riches, si vous êtes riche et généreux, et si vous connaissez des gens riches et généreux, n'hésitez pas à leur rappeler tous les avantages fiscaux qu'il y a à faire un don à notre fondation, car c'est là notre seule source de revenus, et vous avez toute l'information sur les flyers qui sont disponibles, soit sur les tables, soit à la sortie. Et je vous remercie tous, comme toujours les plus courageux, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour votre attention soutenue et votre soutien. Merci à tous.